Bienvenue et merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir rejoints pour cette deuxième table ronde de la journée. Je vous tourne un peu le dos, je suis désolé, mais ce sont eux les stars, les trois intervenants pour ce regard croisé. Sujet principal de cette première table ronde, les technologies immersives au service de l'accueil des nouveaux arrivants. Et nous avons beaucoup de chance cet après-midi d'accueillir Agnès Delaunay. Bonjour, Agnès Delaunay de TMC Europe. Merci de l'applaudir, tiens pour vous. Déjà ça va vous mettre en mouvement, ouais, super. Bravo. Et puis ça va la mettre en confiance parce que c'est pas facile de démarrer comme ça après déjeuner. Pas de café en plus pour Agnès. Donc, pas de café, pardon. Voilà. Elle a la chance d'avoir à sa droite Simon Servin qui représente Technalia. Technalia, merci, bienvenue. Ça va être alternatif comme ça va pas être facile. Et puis enfin à votre gauche, Agnès, vous avez Florian Larue qui représente le CATI. Merci Florian de nous avoir reçus. Et donc, nos trois intervenants experts sont là pour porter un regard croisé, effectivement, sur les technologies immersives au service de l'accueil des nouveaux arrivants. Je me tourne vers vous, Agnès, parce que galanterie oblige, évidemment, on va commencer avec vous. TMC Europe, en quelques mots, what it is about. Ok. TMC Europe, oui, vous m'entendez. Donc c'est une entreprise qui a été fondée en 2000 par un ingénieur hollandais. On est donc en France, là je représente TMC Sud-Ouest, donc sur Bordeaux, Toulouse, Angoulême également, et jusqu'à Montpellier. Nous faisons du conseil en ingénierie, donc en assistance technique uniquement, sur les métiers donc, de la mécanique, électronique et IT. Voilà. 14 pays, vous êtes 14 pays, 2400 personnes dans le groupe. Donc 14 pays avec principalement la Hollande, la Belgique, les États-Unis, la France, Espagne, Italie, avec vraiment beaucoup de nationalités et la possibilité pour nos collaborateurs de pouvoir bouger aussi d'un pays à l'autre. Donc on imagine qu'à chaque fois, sur chaque site, mais aussi dans la globalité de la structure, ça fait beaucoup d'arrivants. Oui, beaucoup d'arrivants, oui. Beaucoup d'arrivants. Oui. Alors, on reparlera tout à l'heure du modèle qu'a développé finalement cette société qui est... l'employeurship. Ok, qui n'a rien à voir avec l'artichaut. Rien à voir avec l'artichaut. D'accord, mais l'employeurship. Ok, qui est ça, qui offre la possibilité à vos consultants de créer des startups en interne, c'est ça? Exactement. On a un incubateur d'entreprise au sein de TMC, donc avec des labs entrepreneuriales, comme ils appellent ça, effectivement, au niveau hollandais. Et l'employeurship, c'est d'être salarié et de pouvoir être entrepreneur également. Donc pour des ingénieurs qui sont passionnés. Voilà. Et alors est-ce que vous avez utilisé ou dans quel contexte finalement la réalité virtuelle ou la réalité augmentée sont des outils pour accueillir ces nouveaux arrivants, quels que soient les stades? On est au balbutiement, si je puis dire, clairement. On a lancé cette année donc, sur Toulouse principalement, donc il y a une énorme salle de réalité virtuelle. Et on fait donc des after-work une fois par mois, ce qui nous permet effectivement pour l'accueil des nouveaux arrivants, quand ils arrivent, donc il y a cet after-work, et ça leur permet de rencontrer tous leurs collègues. Il faut savoir que nos ingénieurs, nos collaborateurs, donc employeurs, sont tous en mission chez les clients, et une fois par mois, ça permet aux gens de se retrouver et de créer cet état d'esprit vraiment d'appartenance à TMC. Et donc on a lancé ça cette année, on va en refaire. Donc dans cette salle virtuelle de réalité virtuelle à Toulouse, où il y a vraiment cet état d'esprit, cet état d'esprit TMC, cet état d'esprit d'équipe qui est pour nous très très important. On a aussi développé, puisqu'on a la partie IT avec des nuits du dev, donc c'est vrai qu'on a souri tout à l'heure, mais je disais nuit du dev, c'est avec la pizza et le coca, c'est comme ça. Ok. Et effectivement, la nuit du dev, où ils développent, donc c'est tout collaborateur de TMC qui peut venir, on n'est pas obligé d'être développeur professionnel. Et donc tout le monde se met en émulation pour justement, ils ont créé là un jeu vidéo avec la réalité virtuelle. Donc ils sont en train de le faire, on fait ça tous les 3 mois à peu près. Voilà. Ok, donc vous, finalement, pour l'accueil des nouveaux arrivants, les outils sont plutôt utilisés dans le sens cohésion, c'est ça? Oui, cohésion. Connaissances, qui sont répartis tous aux 4 coins du monde. Tout à fait. Ou chez leurs clients. Oui. D'accord, et c'est le moyen de les réunir. Est-ce que vous avez déjà pu mesurer ou toucher du doigt finalement ce que ça a pu apporter, ou si les effets sont positifs, qu'est-ce que ça change par rapport au fait d'aller faire une rando? Parce que je crois que vous faites des randos aussi. Oui, on a fait ça, on a fait un séminaire en Ariège. Donc on fait pas mal de choses. C'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir toujours être original, mais de réunir les gens. Et effectivement, aux 4 coins du monde, alors ça, les 4 coins du monde, c'est aussi autre chose par rapport on en avait discuté, effectivement, et c'est très juste. Tous les collaborateurs aux 4 coins du monde, dans le cadre de leur projet d'entrepreneuriat, on a une dizaine de startups qui sont nées de ces projets-là. Donc c'est des gens qui ont quitté TMC et qu'on a accompagnés. Et ils peuvent vraiment s'appuyer sur leurs collègues
de tout pays en fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc c'est un côté immersif aussi, un peu différent, mais dans ces cas-là, ils vont utiliser des outils. On a aussi pour l'accueil, tout ce qui est, alors pas pour l'accueil, mais pour le sourcing, aujourd'hui des collaborateurs. On utilise tous les outils, LinkedIn Recruiter, etc. Mais on est en train de regarder avec un partenaire donc, à Toulouse pour utiliser des outils avec l'IA et ChatGPT pour justement nous aider au sourcing. Donc là, on est aussi au départ. Alors vous allez super vite, mais donc on est dans la phase juste en amont finalement de l'accueil de nouveaux arrivants. C'est comment on va recruter les gens. Oui. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait utiliser donc grâce à ChatGPT et à l'IA, vous dites, on pourrait développer des outils. C'est vraiment un développement d'outils, effectivement, de tout ce qui va être mailing, des choses comme ça, mais en personnalisant quand même ces mails, que ce soit pas effectivement grâce justement on a eu des démonstrations grâce à ChatGPT de pouvoir personnaliser le mail, de pouvoir aussi faire de la recherche de candidats de manière assez efficace. Et puis bon, la recherche aussi, tout ce qui est prospection client, ça aide énormément. Donc on est si je ne me trompe pas, vous êtes vraiment en train d'essayer de valoriser ce parcours de nouvel arrivant finalement dès le sourcing, dès le recrutement, pour faire un peu de cette expérience client salarié finalement quelque chose d'hors norme, un peu nouveau. Tout à fait, on est vraiment là-dessus. Ok, vous avez fait des... Je crois que vous m'aviez dit que vous aviez fait des... Un escape game, c'est ça, en réalité virtuelle aussi ? Aussi. D'accord, oui. Ça a été monté spécialement pour vous, dans l'objectif cohésion, encore une fois ? Oui, ça a été monté pour nous dans un objectif cohésion. C'est vraiment l'état d'esprit d'avoir cette cohésion d'équipe, pour nous, qui est très importante. Et l'escape game a été monté pour ça. Et c'est vrai que c'est très sympa, quoi. J'avoue que ça a été une grosse réussite pour nous. Et c'est une opération que vous renouvelez ? On va la renouveler l'année prochaine. Oui. D'accord, une fois par an. Ok, super. Merci, on reviendra vers vous, Agnès. Merci pour ce témoignage. Je me tourne vers vous, Simon, si vous voulez bien. Alors, vous représentez Tecnalia, qui est un centre de recherche. Tout à fait. Basé en Espagne. Tout à fait. Ok. Quelle est la mission, finalement, de ce centre de recherche ? Donc, Tecnalia a le statut de fondation à but non lucratif de droit privé espagnol. C'est long. Et donc, l'objectif de Tecnalia, c'est de faire du développement et du transfert technologique au service de l'industrie avec un fort axe sur l'industrie manufacturière qui est finalement un peu l'industrie manufacturière, c'est un peu le cœur d'activité de la région Euskadi au Pays Basque, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises manufacturières qui fabriquent beaucoup de choses diverses et variées. Et donc on développe plein de technologies qui peuvent être donc avec une forte compétence en matériaux par exemple, en procédés de fabrication associés, en robotique, automatisation et aussi plein de choses autour du numérique mais vraiment appliquées à l'industrie manufacturière, dont les technologies immersives puisqu'on a une plateforme qui développe ce genre de technologie depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc vous êtes positionné finalement en plein milieu entre la recherche et l'industrie, c'est ça ? Et votre mission, c'est de faciliter finalement les transferts techno de l'un à l'autre ? Exactement. En fait, quand on parle de technologie, on parle de maturité technologique, de TRL. Et donc, on va avoir les laboratoires de recherche publics qui vont avoir tendance à faire de la recherche plutôt fondamentale. Après, il y a plein de nuances dans ce que je décris, je simplifie un peu. Et puis après, vous avez les unités de R&D privées qui font aussi de la R&D, mais beaucoup plus appliquée. Et puis au milieu, vous avez des agents de transfert comme Tecnalia. Donc on agit sur ceux qui sont familiers avec les niveaux TRL en TRL de 4 à 8. Mais nous, on a vocation à transférer tout ce qu'on développe. Donc on n'a pas vocation à exploiter les développements qu'on peut faire. Et c'est dans ce contexte-là que vous avez développé la solution qui s'appelle Kerox, c'est ça ? Ou Kerox, je sais plus comment vous dites. Kerox, Kerox, ok. Kerox. Et donc cette solution qui est développée par vous, à quoi elle sert ? L'objectif c'est quoi ? Comment elle se déploie surtout aujourd'hui ? Alors, donc comme j'expliquais, on a une plateforme qui développe des technologies immersives à destination de l'industrie depuis longtemps. Et en fait, rapidement, s'est posé la question de... Ok, on développe des expériences qui sont super, avec du matériel dernier cri, etc., des expériences très intéressantes, mais c'est vite poser la question de l'indépendance des industriels avec ces technologies-là. Donc depuis plusieurs années, on a développé cette solution Kerox qui est finalement packagée dans une application web et qui a vocation à créer, en fait c'est une application no-code et qui permet de créer des expériences sans aucune compétence spécifique en développement, par exemple, développement informatique. Comme ça, c'est la destination des entreprises, c'est ça ? Exactement. Des entreprises qui n'auraient pas de compétences spécifiques en développement utilise l'application Kerox ? Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'a aucune connaissance spécifique, je peux créer une expérience
en quelques heures à destination d'une population de données de mon entreprise. Alors évidemment, il y a des limites, hein, on ne crée pas les mêmes expériences que vous pouvez voir par ailleurs dans le showroom aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui font des choses très avancées en termes d'interaction. Nous, on est plutôt dans des choses très simples, par contre assez faciles à mettre en œuvre. Donc ça permet de tester assez rapidement de la réalité virtuelle. Et puis on a aussi une... si je peux continuer sur le produit Kairox, on a 3 axes qui sont la première chose qui est un peu de la formation plutôt immersive en utilisant des vidéos 360 par exemple. On a un deuxième axe qui est plutôt sur la création de manuels en réalité augmentée. Donc là, cette fois-ci, on va s'appuyer sur un objet physique et on va expliquer à l'opérateur, ben voilà, il faut prendre cet objet, il faut visser quelque chose ici, etc. avec de la réalité augmentée. Et puis le dernier axe, c'est ça peut s'apparenter à de la formation à distance, avec là aussi un outil de réalité augmentée, avec un expert finalement à distance qui peut expliquer sur demande parce qu'il y a un problème particulier, par exemple dans un atelier, quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc l'idée, c'est d'avoir un espèce de parcours de formation en partant de quelque chose de complètement immersif dans un environnement fermé, puis ensuite quelque chose avec de la réalité augmentée sur des objets un peu plus réels, et puis ensuite pratiquer sur le terrain avec au besoin une assistance d'un expert localisé ailleurs. Si on met en face des 3 axes que vous évoquez là, si on met des succès ou des réussites que vous avez pu déjà partager avec l'entreprise, la société d'intérim dont nous avions parlé ensemble, en fait c'est le premier axe, c'est la découverte de l'environnement, c'est-à-dire que l'objectif, ça permet à un salarié qui va arriver dans une société, un salarié intérimaire qui arrive dans une société, de prédécouvrir finalement l'environnement de travail, c'est ça, ou de découvrir en amont, voilà. Et donc de ne pas être perdu. Voilà, c'est ça. En fait, on a un client en Espagne qui est une agence d'intérim qui nous a demandé qui utilise Kairox aujourd'hui pour créer des formations immersives en lien avec ses clients. Donc en fait, ce qu'elle vend, c'est effectivement l'intérimaire qui va dans l'entreprise. Et ce qu'elle vend, c'est que l'intérimaire, quand il arrive sur site, il a déjà une première expérience immersive. Alors encore une fois, c'est pas de l'expérience très avancée, néanmoins ça permet à une personne qui arrive, qui ne connaît a priori pas l'environnement, d'arriver, de savoir déjà à peu près où elle est, etc. J'ai un autre exemple dans la même thématique. Donc vous voyez, on parle de formation, mais c'est plutôt je dirais de l'onboarding finalement. On n'est pas vraiment dans la formation. Néanmoins, ça apporte des choses. Voilà, c'est un premier niveau. On pourrait parler de formation de sécurité aussi. Par exemple, dans ce cadre-là, on pourrait comprendre qu'un intérimaire aurait déjà intégré une notion de sécurité à travers ça. Et ça, c'est aussi une formation. Du coup, ça fait gagner du temps finalement à l'entreprise. Oui. J'imagine. Donc, on voit bien l'intérêt que ça peut apporter quand même. Ouais. J'ai un autre exemple aussi assez parlant. C'est une entreprise qui s'appelle Ovalia, qui fait de l'extraction de minerais en Espagne, sur une mine en Asturie, donc une mine d'or, de cuivre et d'argent. Et donc, on a créé une expérience pour eux, pareil, pour faire de l'onboarding, puisqu'en fait, ils recrutent des populations diverses qui ne connaissent pas nécessairement le monde de la mine. Et bon, une mine, finalement, c'est qu'un endroit qui est dangereux. On ne peut pas y amener tout le monde dans l'entreprise. Ça ne peut pas faire partie du parcours de formation standard pour toute la population de l'entreprise. Donc pareil, une expérience immersive à base de vidéos 360. D'ailleurs, si vous n'avez jamais découvert l'environnement d'une mine, vous pouvez voir cette vidéo sur YouTube. Et donc ça permet de voir, en fait, d'avoir une population, je ne sais pas, par exemple la communication de cette entreprise, les gens qui travaillent dans le département de communication, et bien de voir de quoi on parle exactement, qu'est-ce que c'est une mine, et donc voilà, ça permet de découvrir l'environnement de manière simple finalement. Avant d'aller un peu plus loin, l'entreprise qui utilise l'application Kairox, ces vidéos 360, c'est grâce à l'application où elle doit les fournir, en fait, elle les intègre dans l'application. Comment ça fonctionne concrètement? Oui, voilà, non, nous on n'est pas capable évidemment l'application c'est pour développer l'expérience, mais en entrée il faut de la donnée, il faut de la vidéo 360 ou des images CAO, enfin voilà, il faut déjà quelque chose en entrée. Effectivement, c'est ça le point de départ. Et si on va un peu plus loin, donc on a vu le premier niveau, entre guillemets, premier objectif c'était de découverte de l'environnement, éventuellement formation sécurité ou découverte d'un environnement qu'on ne connaît pas, la mine par exemple. Si on va un peu plus loin sur les modes d'emploi interactifs, donc là on parle de réalité augmentée, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc là on peut carrément, vous avez un exemple de formation pour le personnel sur des circuits imprimés, je sais pas. Oui, alors j'ai un exemple, une entreprise italienne qui s'appelle Pro Medicare, qui fait des chaises roulantes des chaises roulantes assez avancées en termes de posture, donc des choses un peu plus différentes et innovantes par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché.
Et donc eux, ils ont mis en place une formation à base de réalité augmentée, pareil, pour faire la maintenance de ces sièges. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On arrive, on scanne le siège, et là, du coup, on recale dans l'application l'espace réel, et partant de là, en superposition, donc ça peut être utilisé avec... en général, ce genre de choses, on aime bien les utiliser avec une tablette, parce que c'est finalement assez simple à mettre en œuvre. Et donc sur cette base-là, l'application est capable de scanner, de se repositionner dans l'espace et de proposer des actions à faire d'intervention. Alors encore une fois, c'est des choses assez simples, hein, je veux dire démonter, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, une pédale, enlever une pièce en particulier, etc. Donc le guide permet à l'opérateur pas à pas de... ça permet de lui dire, voilà, il faut que tu fasses d'abord ça, ensuite ça, etc. On peut imaginer qu'il y a une acquisition de connaissances finalement chez l'opérateur, mais qu'au moins le nouvel arrivant, après une formation peut-être simple, peut confronter à la réalité, être directement productif et acquérir. Donc il est vraiment dans un cursus de formation, finalement, en tant que nouvel arrivant, grâce à ce système-là. Tout à fait. Et si on va sur le troisième niveau dont vous avez parlé, donc le troisième objectif que vous avez fixé, oui. Donc là on est au bout du bout. On est au bout du bout, donc là on est plus sur... voilà, on a un opérateur qui est censé être formé, ou un technicien, et puis il est dans l'atelier, et puis là il y a un problème qui survient, quelque chose d'un peu nouveau, ou quelque chose dont il ne se rappelle pas. Et donc là on a une application qu'on appelle de téléassistance en fait. Pareil en réalité augmentée. Alors qu'est-ce qu'on entend par réalité augmentée? Ça veut dire qu'en fait l'opérateur va ouvrir l'application. Il va, de la même manière qu'on a fait pour la chaise, il va scanner l'environnement. Et de l'autre côté de la ligne, en fait, donc c'est comme un Teams, ça, rien de plus qu'une visio finalement. De l'autre côté de la ligne, l'expert va pouvoir lui indiquer des choses, par exemple faire une croix sur cet objet. Et cette croix va rester sur l'objet, donc c'est-à-dire qu'ensuite l'opérateur, quand il va se déplacer, la croix va rester au même endroit sur sa tablette. Donc pareil en réalité augmentée. Donc c'est quelque chose d'assez léger, assez simple, et ça permet d'être beaucoup plus opérationnel rapidement quand il y a un problème donné. Parce qu'en fait, si vous avez déjà eu on a tous eu cette expérience en service, hein, au téléphone, quand quelqu'un vous explique quelque chose, c'est pas toujours évident. La gauche, la droite, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, pour se repérer dans l'espace, etc. Donc là, c'est un outil assez simple pour aller assez rapidement au problème donné, montrer que regarde tel cadran, regarde la valeur sur tel cadran, va dévisser telle vis, etc. Est-ce que vous avez des retours finalement des entreprises qui ont déployé Kerox, qui l'utilisent au quotidien, qui sont capables de dire aujourd'hui quel intérêt ça nous a apporté, comment on a récupéré des nouveaux arrivants, et est-ce qu'on a raccourci le temps d'intégration, est-ce qu'on a optimisé le temps de performance par exemple pour les rendre plus performants? Est-ce que vous avez déjà des retours par rapport à ça? Je sais que c'est pas tout à fait votre métier, eux peut-être qu'ils le mesurent économiquement, mais est-ce qu'ils vous font des feedbacks par rapport à ça quand même? Des feedbacks positifs, oui. Après, j'ai pas de données quantifiées. Après, on a aussi pas mal de feedbacks négatifs. C'est honnête. Merci. Là, qui sont c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est assez limité. Hein, on fait des choses assez simples et on a beaucoup de demandes pour enrichir l'offre. Donc, par exemple, tout à l'heure, je parlais de se repositionner dans l'espace par rapport à un objet donné. Bon, mais ça, c'est pas non plus des choses très, très triviales et très simples. Hein. Donc, des fois, ça fonctionne pas. J'en sais rien. Là, il y a un reflet sur cette carafe. Peut-être ça gêne mon système de vision. Voilà, donc ce genre de choses pour l'enrichir. Et puis aussi, on a aussi des soucis sur on a eu des remontées sur la sécurité. C'est-à-dire que nous, nos applications, elles sont pas, par exemple, à mettre dans un environnement un peu sensible. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un de Naval Group, par exemple. Bon, là, clairement, notre application, elle n'est pas du tout sécurisée pour rentrer dans cette... Bon, Naval Group, c'est peut-être un peu extrême, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà sensibles à ça, et donc ça, c'est une limitation aussi. Voilà à peu près ce qu'on a comme retour. Merci en tout cas Simon pour ce témoignage. On va se tourner vers Florian. Florian, vous représentez le CATI, vous c'est ça? Donc c'est aussi un centre de transfert finalement de techno. Oui. Ça, vous n'êtes pas concurrents, vous faites le même métier on va dire. On fait le même métier puis on est même complémentaires. Vous êtes complémentaires? Ok. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qui vous différencie finalement du métier que nous a présenté Simon il y a quelques instants? Le CATI c'est un centre de transfert de technologie qui est basé à Talence et donc l'objectif qui est centré sur le numérique. Donc on accompagne les entreprises, la mission c'est d'accompagner les entreprises dans le domaine de la conception de systèmes numériques. On est organisé en
trois pôles, deux pôles très technologiques, donc intelligence artificielle et électronique, et un pôle qui est spécialisé sur le facteur humain. Et c'est vous ça? Et ça, c'est mon équipe. Et c'est là où je pense qu'on se différencie sur les sujets, parce que Technalia, je ne me trompe pas, est très technique, et nous on va plus se centrer sur l'usage et comment on va intégrer les capacités de l'humain dans la conception de technologies numériques. Parce que pour moi c'est un vrai sujet aujourd'hui sur les formations immersives, c'est qu'on pousse souvent la technologie sans recentrer en fait sur le vrai besoin qui est d'apprendre. La technologie doit venir être un support pour mieux apprendre, mais en aucun cas il ne faut pas la pousser sans savoir si elle a un intérêt en termes de performance d'apprentissage pour les utilisateurs finaux. C'est dans ce cadre-là que vous déployez votre projet Phoenix? Ouais, c'est ça? Un projet Phoenix, je vais en parler un petit peu. Donc c'est un projet avec un autre centre de transfert qui s'appelle Alphanov, et plutôt avec la cellule formation qui est Pila. Donc Pila, c'est alors Alphanov est spécialisé dans la photonique, et Pila est spécialisé dans la formation et le transfert de connaissances en fait en photonique, et donc ils ont développé des applications de réalité virtuelle avec des nouvelles technologies. Et en fait c'est un projet qui est financé à France 2030 des FINUM, et l'objectif en fait est multiple, c'est donc développer les technologies de Pila, mais surtout s'assurer que quand on conçoit des systèmes numériques, on apprend bien. Et donc pour faire ça, on a plusieurs axes de travaux. On a déjà regardé 3 niveaux d'utilisateurs finaux. Le premier, c'est plutôt les étudiants, enfin, les personnes qui vont utiliser eux-mêmes la technologie. La deuxième, c'est les formateurs. Comment aujourd'hui ils transfèrent des connaissances et comment la technologie peut ou pas apporter une meilleure performance d'apprentissage. Et le troisième, c'est comment on intègre ces technologies-là dans le parcours de formation. Parce que ça, c'est pas évident. Il y a des fois, il y a des concepts ou des connaissances qui ne peuvent pas être transférées avec les nouvelles technologies. Et justement, ce qu'on s'aperçoit, nous, c'est qu'on pousse à transférer ces concepts avec ces nouvelles technologies. En fait, c'est contre-productif, on n'apprend pas et la techno, elle est foutue sur le côté après. Voilà, donc on est là on est un petit peu le vilain canard parfois, mais on ressent vraiment sur les besoins et les usages sur ces 3 thématiques-là. Donc vous êtes au service des entreprises, c'est ça, du privé? Vous faites ouais. Passerelle, pareil, c'est le principe entre la recherche et le... En fait, on prend les technos et les méthodos issus des laboratoires, issus des labos, et on les amène à maturité industrielle pour que les technos puissent s'en servir. Et en fait, toutes les méthodologies que nous on met en place pour faire des évaluations de performance, d'apprentissage, d'acceptabilité, tous ces sujets-là qui sont hyper importants dans la formation, sont basées sur de la littérature scientifique, et on a monté des méthodologies qu'on a montées en maturité industrielle, et d'ailleurs qu'on met à disposition gratuitement sur une plateforme qui s'appelle Pitch. C'est une plateforme qui recense tous les protocoles expérimentaux, les outils qu'on utilise nous au sein de nos projets. C'est une plateforme web totalement gratuite. Vous allez dessus, vous tapez les mots-clés et ça va vous recenser tous les... je prends un exemple, si vous voulez faire de l'évaluation de la performance d'apprentissage en réalité virtuelle, vous tapez les mots-clés et la plateforme va vous ressortir tous les outils ou les questionnaires ou les méthodologies que nous on a mis en place. Vous pouvez les réutiliser, les adapter. Ça permet un peu de sensibiliser et de s'assurer que la conception elle s'oriente vers de la performance en fait. Vous avez des clients, ou des partenaires, je sais pas, entreprises privées ou publiques qui utilisent ces solutions-là, qui ont utilisé la solution Phoenix par exemple, et qui sont capables de voir l'impact que ça a pu provoquer sur les nouveaux arrivants, les nouveaux entrants justement. On est en cours en fait. On est en cours, c'est la 2e année du projet. Donc la première année, ça a été plutôt de récupérer le besoin et les retours des différents utilisateurs. Et là, on est en train de mettre en place ça. Mais par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a déjà... Il y a quand même des difficultés à intégrer ces technologies dans le domaine de la formation, parce que c'est des nouvelles façons de transférer la connaissance et sur lesquelles les formateurs sont pas formés. Je vais donner un exemple qui a rien à voir avec le projet, mais une autre boîte qu'on a accompagnée, un spécialiste dans un domaine scientifique reconnu, un spécialiste de pointe, qui a monté une start-up, professeur émérite, bref, voilà. Il a développé un serious game, donc quelqu'un de très expert dans son domaine. Le transfert de connaissances était très très mauvais. Donc c'est ce qui, autant en termes de pédagogie, de cours en présentiel, il était très très bon. Mais par contre, sur le transfert de connaissances via le numérique, il y a une vraie formation
à proposer. C'est vraiment un changement de paradigme d'apprentissage en fait. Du coup, ça valide bien votre vision, en tout cas, qu'il faut rester centré sur l'humain parce que l'outil n'est pas la seule solution, c'est ça Ouais, et puis il peut apporter beaucoup de contraintes. Il faut bien penser que la réalité virtuelle, on doit l'utiliser, ou les technologies immersives, on doit les utiliser parce qu'elles vont avoir une valeur ajoutée dans l'apprentissage. Si elle n'a pas de valeur ajoutée, ça coûte cher, c'est difficile à maintenir. Et puis je pense qu'à terme c'est foutu sur le côté parce que ça va plus vite avec un prof, quoi. Voilà. Agnès Delaunay, je reviens à vous parce que vous êtes un peu le monde de l'entreprise finalement pour nous autour de ces regards croisés là. Quand vous écoutez les deux protagonistes qui sont là et quelqu'un qui dit qu'il faut rester centré sur l'humain, finalement ça doit aussi valider votre credo à vous qui pour faire la cohésion, on va quand même faire de l'humain avant d'utiliser que les technos. Oui. Mais est-ce que ça ouvre quand même des perspectives quand on a entendu notamment le témoignage de Simon par exemple? Alors moi je vais aller sur Pitch et puis je vais utiliser, je vais aller voir parce que voilà, c'est extrêmement intéressant d'avoir accès à ces outils-là et ces méthodos. Effectivement, pour moi, vous êtes tous les deux très complémentaires dans vos activités, que ce soit Locati ou Technalia. Et effectivement, par rapport à ce que disait Simon tout à l'heure, le fait de proposer ça avec justement cet outil à des entreprises, moi je vais aller regarder aussi, parce que je pense que ça peut être intéressant. Même si, alors je pense en industrie par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Simon, pour une notice d'information, un nouvel arrivant, un opérateur qui arrive, effectivement il y a toujours cette formation qui est là, ça peut être extrêmement utile. Après ça a ses limites aussi, et c'est là que je pense qu'on se rejoint tous les trois. Ne pas faire de la technologie ou de la réalité virtuelle ou immersive pour en faire, enfin, c'est comme tout, il faut l'utiliser à bon escient et que ce soit utile. Et c'est exactement, je pense qu'on pense tous les trois, effectivement. L'objectif pour un nouvel arrivant, lorsqu'un nouveau collaborateur arrive dans n'importe quelle entreprise, le onboarding, on peut le faire de plein de manières. Mais effectivement, c'est toujours de garder en tête que la personne, il ou elle arrive dans l'entreprise et que, là je parle plus dans le recrutement, l'expérience que je peux avoir, mais que cette première journée, elle est primordiale pour chaque collaborateur. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver dans une entreprise, un nouveau collaborateur qui ne va pas être accueilli avec quelque outil que vous puissiez avoir en fait finalement, mais qui ne se sent pas accueilli tout simplement avec ce côté bienvenue si j'ose dire. Il va en garder vraiment les traces et il y a des chiffres, alors je les ai plus exactement en tête, mais effectivement que cette première journée, ce onboarding est très important vraiment dans cette première journée, parce qu'après, souvent, on sait très bien que le monde de l'emploi, et pour fidéliser les talents, c'est compliqué, mais souvent en général, ça fait que les gens vont en général demander la rupture de leur préavis beaucoup plus vite. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu dingue, mais ça joue énormément. Ça vous fait sourire, Florian? C'est vrai? Si vous avez un exemple à nous partager, non? Vous partagez? Oui. Ouais. Ça vous fait plaisir d'entendre ce discours-là? Oui. Simon veut répondre. Non, je voulais rebondir sur... Je voulais juste conclure sur ça, en tout cas essayer de reformuler. Vous dites c'est OK, les technologies de formation immersive c'est OK, mais elles doivent être au service finalement de la relation humaine et ne doivent pas être prioritaires et à tout prix, on ne doit pas tout passer par ce canal. Je fais un lien par contre parce que c'est la 3e édition cette année à laquelle vous avez le plaisir de participer. Et si vous étiez là pour les 2 premières éditions, on a eu la chance d'avoir une Naval Group. Oui, je me souviens. Ils avaient éveillé un sujet pour moi qui était que j'avais pas imaginé. Je suis complètement novice dans le domaine. Il dit mais c'est que nous, on peut pas mobiliser un bateau comme ça. Et quand on forme des gens, les bateaux on les a pas là à distance. On peut pas l'immobiliser, surtout pour l'armée par exemple. Dire tiens on met le bateau en disposition puis on met les gens en formation comme ça. Donc il y a peut-être des environnements aussi qui vont être peut-être un peu plus propices finalement pour découvrir comme la mine. Pourquoi on parlait de la mine? Et on peut pas faire descendre première journée dans la boîte une société minière. Allez tout le monde descend. Pas facile. Enfin je sais pas si ils dorment. Vous croyez qu'ils dorment ou quoi? Ils réagissent pas à nos blagues, rien. Mais oui, ça peut peut-être avoir un intérêt quand même finalement. Et je voulais dire aussi sur la partie onboarding. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé pour une ETI internationale. Et en fait, à l'époque, on faisait venir tout le monde sur site une semaine. C'était génial. Tout le monde venait, les 4 coins du monde. Il y avait des Vietnamiens, des Chinois, des Mexicains, des Brésiliens. C'était vraiment génial. Et entre-temps, il y a eu le Covid. Et donc, suite au Covid, on a tous basculé à fond sur les visios. Je pense qu'on l'a tous vécu. Et maintenant, en fait, le onboarding, on se contente d'envoyer. Alors voilà, il y a une plateforme e-learning avec pléthore de documents à suivre. On est plus à distance, etc. Et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile. Je te rejoins. Toi, en plus, tu travailles pour pareil, une entreprise qui est pas historiquement, qui est pas basée en France.
Donc l'humain c'est super, moi je pense que ça remplacera jamais, toutes les formations qu'on peut imaginer ne remplaceront jamais l'humain, mais voilà, on est dans une tendance aujourd'hui qui fait que on a quand même perdu, je pense, sur la phase onboarding. Enfin moi j'ai cet exemple en tête. Bon, passer 3 heures de webinaire, franchement, c'est pas efficace, quoi. Donc peut-être que les technologies de formation immersive sont une façon un peu intermédiaire, parce que quand même, ça a aussi des bénéfices de ne pas faire venir la terre entière à Bordeaux pour un séminaire de 3 jours. Je veux dire, il y a aussi plein de bénéfices derrière ça. Donc c'est pour ça que je vois ça comme un intermédiaire. Est-ce que, Florian, je me retourne vers vous, de ce que vous êtes à peu près d'accord sur le fait de dire que la technologie transmet de la connaissance, mais jusqu'à un certain niveau, si j'ai bien compris ce que vous dites, et puis il y a des choses qui ne transmettent pas comme ça. Est-ce que l'évolution technologique de la technologie va réussir à pallier ça, selon vous, ou pas? Est-ce que vous pensez que le développement, parce que bon, c'est quand même des domaines dans lesquels ça avance à une vitesse folle, on est d'accord, tous les mois on dit qu'on gagne 10 ans de recherche, enfin à peu près ça, je crois, le ratio, enfin, notamment dans la science artificielle. Est-ce que vous pensez que ces nouvelles technologies, elles vont réussir à combler ça, ou au contraire, ça serait dangereux? C'est pas une question piège, hein, c'est une question que je me pose. Je vais être peut-être un peu à contre-courant. Ben non, mais c'est votre courant, c'est un regard croisé, donc on a le droit de se croiser. Alors, juste en fait, la réalité virtuelle et les techno immersives, elles existent depuis 50 ans. Ouais. Okay, et aujourd'hui, quoi qu'on en dise, il n'y a pas moi je ne vois pas une explosion de la réalité virtuelle. Tous les 2 ans, on a un mot marketing qui sort, métaverse, machin, truc. Ok, ça relance le marché, mais ça ne le fait pas perdurer sur le temps. On le voit, Meta a viré je ne sais pas combien de personnes. En fait, et puis après, on va nous sortir des choses sur le niveau de réalisme, le nombre de pixels qui va améliorer les usages. J'en suis pas certain. Moi, je pense que là, aujourd'hui, et d'ailleurs que je le vois avec le Laval virtuel où j'étais cette année, où j'ai pas vu beaucoup d'innovation. Je pense qu'au niveau maturité techno, on a quelque chose, mais on a encore besoin de travailler les cas d'usage. Je pense que tant qu'on ne travaillera pas les cas d'usage et qu'on n'aura pas des KPI qui viennent valider ou invalider l'usage des technologies immersives, on va rester encore dans quelque chose qui monte, qui descend. Et voilà. Ok, merci. Bon, c'est mon regard qui est un peu particulier. Mais c'est aussi pour ça qu'on se confronte entre guillemets dans cette table ronde pour voir ça. Parce que l'idée c'est de partager avec tous les gens qui sont là vos expériences, votre recul, ce que vous en faites, ce que vous n'en faites pas, quelles sont les limites que vous avez identifiées. Et ce que je crois que à peu près sûr que vous êtes d'accord, c'est ok, la technologie immersive au service d'eux, mais pas axe... Et puis il y a juste un truc qu'il faut que je précise, c'est que par rapport aux autres technologies non immersives, il y a quand même cette notion de profondeur qui est là et qui n'est pas intuitive en fait pour l'utilisateur. Il y a toute une partie physiologie et cognition de l'humain qui est hyper importante et que si on ne la comprend pas et on ne la maîtrise pas, on risque de créer des expériences immersives qui ne sont pas du tout adaptées et qui viennent en fait contredire en fait l'usage de la technologie. Et ça, je trouve que c'est un vrai manque encore. Aujourd'hui, on développe alors c'est en évolution quand même, mais on développe encore des expériences sans prendre en compte. Enfin, je sais pas, vous avez un casque à 2 cm des yeux, c'est d'une illusion sensorielle en fait. Le cerveau est pas travaille pas constamment avec un écran à 2 cm des yeux qui vous fait converger, diverger. Enfin voilà, il y a plein de facteurs à comprendre. Et je pense que plus on ira vers ça, et je pense que plus on ira vers des usages performants. Vous mettez du matériel à disposition des entreprises qui testent, ou comment ça se passe en fait? C'est aussi dans votre mission finalement de faire expérimenter, parce que la data vous la cherchez, vous la récupérez, oui. Parce que vous publiez effectivement ce que dit sur Pitch. On fait plein de trucs, ouais. Alors, en fait on a une salle d'expérimentation où justement on a plein de casques, plein de techno, immersifs, pas immersifs, et les entreprises peuvent venir gratuitement en fait les déployer sur nos systèmes et venir les utiliser, et on peut déjà faire une préévaluation en fait, des premiers retours sur la façon dont c'est fait, les points d'amélioration. Et alors, les résultats, ça donne quoi? Sur 10 entreprises qui viennent, par exemple, combien déjà, c'est quand même une autre façon de penser, puisque généralement, il faut que l'entreprise soit apte à entendre aussi ce sujet. Mais je vais vous donner un autre exemple qu'on a eu avec une boîte, je ne vais pas donner le nom, mais on a bossé sur de la formation en aéronautique, former les pilotes d'avion.
La boîte était très techno, on a retravaillé sur la motricité en fait, puisqu'il y a beaucoup d'activités motrices qui venaient perturber l'apprentissage. Et on a travaillé sur des méthodes d'évaluation en fait, pour s'assurer qu'il y avait un apprentissage meilleur. Elle a gagné un marché avec un gros équipementier parce que en fait, elle avait ses KPI derrière qui venaient valider en fait, les performances d'apprentissage. Donc c'est un changement de paradigme, mais je pense que cette validité, elle est importante si on veut faire évoluer le marché, quoi. Ça, c'est l'axe de travail du CATI en ce moment, c'est de valider finalement... Valider ou invalider, hein, parce que... Valider, oui, positivement, négativement, ouais. J'allais dire. Enfin, de chercher à prouver factuellement que ça marche ou ça marche pas, ou quelles sont les limites. On a une test cifre sur ce sujet. Okay. On a une test cifre où on travaille sur... aujourd'hui, on travaille sur la formation des futurs médecins, deuxième année de médecine sur des sujets de neurosciences, et on a fait varier différentes technologies, donc un apprentissage avec un prof classique, un apprentissage avec de la VR, un apprentissage avec de la réalité augmentée, un apprentissage avec des informations qui sont projetées ou on interagit avec une table, quoi. Okay. Voilà. Et là on essaye de trouver les variables qui vont permettre de bien faire l'évaluation, trouver des nouvelles variables d'évaluation de la performance, parce qu'avec le numérique justement on peut récupérer des datas et avoir des évaluations qui sont beaucoup plus précises que les évaluations normales. Voilà, on est en train de publier des articles sur ces sujets-là. Et les résultats, ils sont mitigés. Il y a des fois où c'est mieux le prof, et des fois la VR est plus efficace. Mais voilà, c'est ces cas d'usage qu'on cherche à définir et ensuite à transférer aux entreprises. Parce que l'objectif aussi, dans tous nos projets, c'est de transférer cette connaissance de manière gratuite. Il y a des livres blancs, il y a Pitch, pour que les entreprises viennent... et connaissance de ces façons de faire et de ces façons d'évaluer pour mieux concevoir, quoi. Parce que pour nous, on pense que c'est vecteur de marché ensuite, quoi. Merci Florian. Simon, c'est quoi le futur ou l'avenir de Technalia? Sur quoi vous allez vous concentrer? On a bien vu sur quoi le CATI se concentre. C'est d'aller encore plus loin avec Kerox ou de... Oui, alors déjà nous, on a paquetisé cette solution sous la forme d'un logiciel finalement. Mais comme je disais, on n'est pas éditeur de logiciel, donc in fine, notre objectif numéro 1, c'est de trouver un acheteur qui est prêt à acheter l'application. Donc non, on fait évoluer la solution sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la sécurité, améliorer l'expérience, notamment sur la formation immersive en particulier, parce qu'autant sur la partie réalité augmentée, la téléassistance, ça c'est des actifs plutôt matures. Par contre sur la formation immersive, voilà, c'est encore un peu léger. Toujours dans l'idée de garder quelque chose d'agile, de facilement... voilà, tu parlais tout à l'heure de tester, c'est aussi la vocation de Kerox, c'est-à-dire être capable de créer assez rapidement quelque chose, voir ce que ça donne. Voilà, les deux axes, je dirais, c'est cela, la sécurité et la qualité de l'expérience. Merci beaucoup, Simon. Agnès, je reviens vers vous. Du coup, est-ce que vous qui êtes, donc on l'a vu tout à l'heure, vous faites du recrutement, vous intégrez des effectifs, ça vous conforte dans l'idée que vous aviez finalement de ces technologies, ou est-ce que il y a quand même un truc qui vous dit peut-être qu'on pourrait faire par rapport à la métier, parce que tous les consultants sont jamais formés, ils sont formés chez les clients. Enfin, comment ça fonctionne chez vous? Pour la formation chez nous, donc avec le modèle dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Employee Ownership, qui a été développé par notre fondateur, tous les consultants, tous les collaborateurs, les ingénieurs qui sont donc en mission chez nos clients ont tous les ans donc ils ont la University. Voilà, c'est une plateforme qu'on a sur TMC, donc qui comprend plusieurs choses. Donc déjà, chaque collaborateur a la possibilité de choisir sur cette plateforme un ou une coach professionnelle. Donc c'est des coachs professionnels indépendants. Là, c'est vraiment un accompagnement dans le côté soft skills beaucoup aussi. Donc c'est des coachs professionnels indépendants, ils en choisissent un ou une, ils ont 10 séances par an avec ce ou cette coach, et ça fait partie vraiment de leur parcours de carrière. Ils ont ça, et ils ont un budget, chacun d'entre eux a un budget, une enveloppe de 2 000 € qui leur est allouée tous les ans. Et avec cette enveloppe-là, ils peuvent se former sur quelques sujets qu'ils souhaitent, en fait. Donc c'est pas forcément, je sais pas moi, pour un ingénieur en conception, c'est pas d'aller sur le dernier module de Katia. C'est pas du tout ça. Ça va vraiment être... alors certains, moi, en tout cas, m'en parlent, et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Si je prends un exemple, et là, ça va être des formations, il y a un catalogue, ils peuvent faire de la formation immersive, etc. Enfin, clairement, moi,
On en parlera ensemble après, mais c'est extrêmement intéressant de voir ce que vous avez développé tous les deux. Et effectivement, ça peut être... j'ai un ingénieur, donc qui est un ingénieur en conception mécanique, qui a énormément d'expérience, mais qui m'a dit, alors qui est assez introverti comme personne, et qui m'a dit un jour, Agnès, moi j'ai jamais appris à l'école à être le jambon dans le sandwich. Bon, il me sort ça, je fais oui. Et en fait, il devenait chef de projet. Il avait les compétences, il avait l'envie, il avait tout ce qu'il fallait, mais effectivement, compliqué de gérer un petit peu cette coordination. Dans ce poste-là, c'est coordination, ça peut être de la gestion de conflits, gestion de crise, des choses comme ça. Il a pris du coaching, il a pris de la formation, il a fait de la formation en communication non violente et PNL. Au bout d'un an, c'est vrai que c'est magique de voir les gens comme ça, et là, il est à l'aise, quoi. Moi, c'est vraiment des choses où ça... Bon, c'est pourquoi on fait notre travail, quoi. Il était coaché aussi ou il a été coaché aussi. Ouais. Est-ce qu'on est capable de savoir si c'est la coach qui est un individu, un être humain finalement qui l'a accompagné, enfin là où le coach, ou est-ce que c'est la formation immersive finalement qui l'a accompagné et la technologie je dirais les deux, et je dirais je pense que vous serez d'accord, mais vous allez me dire tous, d'ailleurs. Il n'est pas facile, Florian, quand même, faites attention. Non, il est à contre-courant, nous l'a dit. Mais je pense qu'il va me rejoindre là, du coup, et Simon aussi, mais je pense que la base, en fait, la base de tout ça, il faut que la personne le souhaite, en fait, tout simplement. S'il n'y a pas la volonté, s'il n'y a pas la motivation, vous pouvez prendre n'importe quel coach, n'importe quelle formation, ça sert à rien. Ça vient de là. Donc effectivement, après, les deux sont complémentaires, je pense. Mais le coaching, oui, il travaille aussi avec des outils. Les coachs, ils ont beaucoup d'outils différents selon les coachs. Et il y en a effectivement qui sont extrêmement intéressants et qui rejoignent aussi tout ce qui est immersif. Donc c'est ça, on se dit, on peut utiliser en fonction des attentes et des souhaits de la personne, en fait. Et la technologie est au service d'eux. Et au service du besoin et des objectifs, tout à fait. Okay. Voilà. Merci. Donc vous, dans l'esprit cohésion, on voit bien où ça s'intègre. Et je vous propose qu'on se tourne vers la salle, si vous voulez, pour peut-être que vous susciter des envies d'aller plus loin ou de questions dans la salle. Est-ce que vous avez envie de poser une question? Profitez de ce temps. On a un temps tout à fait correct pour peut-être approfondir ou aller un peu plus loin avec un ou une de nos intervenants. Est-ce que ça a généré chez vous des questions? Tout le monde est très au fait avec les technologies immersives au service du onboarding, ou un exemple à nous partager, ou de l'accueil de nouveaux arrivants, un exemple peut-être à nous partager sur lequel on pourrait rebondir ensemble? Non? Bon, d'accord. Si, bien, merci. Alors, je suis une entreprise industrielle et je veux effectivement mettre en place dans mon entreprise ce type de formation. Quels sont les freins ou les écueils à éviter? Par quoi je commence? Qui veut y aller? Merci, madame. Ce qu'on dit en général, c'est pour la question. Non, mais après, moi, c'est mon avis perso. Je m'engage, je sais même pas Technalia qui parle, mais moi, à votre place, je testerai. C'est-à-dire qu'on vous n'allez pas investir tout de suite sur un truc génial. À votre place, je testerai dans un premier temps. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses simples. Même là, au showroom, là, vous faites un tour. Là, j'ai vu une entreprise, malheureusement, j'ai oublié le nom, mais ils font des choses assez simples, assez rapides à mettre en place. Déjà, ça donnera un premier niveau, et comme ça, on sait où on se situe. Est-ce que ça répond bien? Est-ce que ça répond pas du tout? Et si je continue dans cet axe-là, vers quelle direction je prends? Et ensuite, l'idée c'est de faire en fait une première expérience pour un peu sous la forme de POC, mais voilà, ça peut être assez léger dans un premier temps. C'est ça que je vous conseillerais. Florian, est-ce que le CATI dont vous parlez, cette salle qui est à disposition d'entreprise, ça peut être un point d'entrée, ça? Ça pourrait, mais je pense qu'il faut déjà évaluer le besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire avant de pousser la technologie? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et si vous poussez une technologie, faire une évaluation de performance d'apprentissage, mais sur le long terme, parce que ça peut fonctionner. Il y a souvent un effet waouh en fait qui arrive sur la première fois, et la vraie question qui se pose dans ces technologies-là, c'est le transfert de connaissances sur le long terme. Donc ce que je vous conseille effectivement, c'est faire un POC comme tu dis, et faire des évaluations, au moins sur un an, et pas dès le lendemain, parce que ça vaut rien, quoi. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Très bien. Et puis le premier conseil qu'on a eu aussi, c'était de faire un tour de tous les exposants qui sont là, finalement, pour voir, parce qu'il y a probablement quelques technos qui sont développés. Vous vouliez partager quelque chose, Agnès, dans cet exemple d'entreprise? Vous êtes reconnu dans l'entreprise?
Alors, bon, moi je reprenais le micro parce que le micro est au milieu, mais en tous les cas, effectivement, non, mais je dirais effectivement, si on en va, c'est du bon sens. Hein, j'ai envie de dire, c'est aussi beaucoup de bon sens et je le partage alors, en parlant de manière très personnelle aussi. C'est déjà, c'est comme pour toute chose. Hein, avant de mettre en place un achat de nouvelles machines, d'un tour ou quoi, dans une entreprise industrielle, on se demande quel est notre besoin. Je dirais que c'est ça aussi. C'est quoi le besoin, un petit peu ce cahier des charges, cet état des lieux à faire, et commencer par les choses assez simples. Et je pense que oui. J'ai une autre idée qui me vient là. Vous savez que la région accompagne aussi pour ce genre de choses. Hein. Donc je pense notamment au dispositif Dynamique, si je ne me trompe pas. Voilà, je vois Julie qui approuve, donc c'est bon. Donc Dynamique, par exemple, c'est le DIH, donc Digital Innovation Hub, financé par notamment la Commission européenne, et qui a vocation à accompagner les entreprises industrielles à adopter des technologies numériques. Et donc eux, ils vont vous faire un diagnostic qui peut être très léger, c'est pas forcément, on parle pas d'un truc de 3 jours sur site, hein. Et ensuite vont vous proposer des solutions, dont des services qui sont financés, puisque justement l'idée c'est pour pousser les entreprises à prendre du risque, il y a la force publique qui prend la main et qui aide aussi à mettre le pied à l'étrier. Voilà. Dynamique, DIH-NAMIC. J'imagine que vous retrouverez tous les contacts et tout ça sur Laetitia, je sais pas, je regarde... Sur le site internet de l'Agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine, voilà. Et le CATSI voilà. font partie des partenaires de ce programme. Et effectivement, on commence par un diagnostic tout simple, gratuit pour les entreprises pour savoir vers où elles doivent se tourner ou par où elles doivent commencer. Ok. Est-ce qu'il y a des entreprises industrielles dans la salle à part vous? Est-ce qu'on a genre de... Ouais. Messieurs, alors je me tourne... Tiens, question piège que personne pose de questions, je vais la poser moi. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous utilisez déjà pour les nouveaux arrivants ou dans le cadre de la formation? Est-ce que vous avez envie d'y aller et vous ne savez pas trop et du coup c'est aussi l'intérêt de ces journées-là? Qu'est-ce que... Vous venez de répondre à la question, c'est l'intérêt de cette journée-là. Vous avez identifié un besoin? On est ouvert, puis on est sur des métiers à tension et le côté immersif peut être une solution. Je ne sais pas si ça sera la solution, mais ça peut l'être. Quand vous dites on est sur des métiers en tension, votre métier aujourd'hui c'est quoi des métiers comme l'usinage, la maintenance, voilà. La mécanique quoi. Voilà. Sur les métiers autour de la mécanique. Donc en tension parce qu'on n'a pas beaucoup de main d'œuvre à disposition finalement. Et donc vous, votre besoin ça serait quoi? Ça serait de former des gens finalement en dehors des cursus traditionnels pour aller un peu plus vite? Ça serait ça un besoin? Parce que même les cursus actuels ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend. D'accord. Donc c'est aller plus loin et en plus il y a un décalage. Nous on est encore sur du conventionnel parce qu'il y a encore de la demande avec les grands donneurs d'ordre aussi sur du conventionnel et tout ce qui sort aujourd'hui des écoles c'est du numérique. Donc on revient quand même sur une technologie conventionnelle et voilà. C'est adapter la formation aux besoins du terrain. À la réalité. Et c'est ce qu'on se disait finalement, je crois que c'est ce que disait notre intervenant. Messieurs, les deux autres qui avaient levé la main, est-ce que vous voulez nous partager votre métier ou votre expertise ou votre problématique ou votre besoin? Moi je viens, je suis sur Fontaine-Pajot, on est fabricant de catamarans. Ouais. Et nous on accueille une vingtaine de personnes toutes les semaines. Et c'est vraiment là, on est vraiment dans les nouveaux arrivants et je reste sur le côté, je partage avec Florian, il faut vraiment qu'on aille doucement sur l'immersion numérique parce qu'il y a beaucoup de monde et tout le monde n'est pas à l'aise aussi avec ces outils. Et c'est un sujet à prendre en compte, donc on veut y aller doucement et je suis aussi là pour ça pour pouvoir découvrir. Ouais. Chez Fontaine-Pajot, vous utilisez déjà, vous avez déjà quelques solutions en place ou pas? Non très peu. Ouais. Très peu. On a fait des essais sur de la vidéo 360, mais on ne l'a pas mis en œuvre encore parce que justement on n'ose pas, c'est compliqué. Ok. Très bien. Merci en tout cas pour ce partage d'expérience et puis merci d'être venu aujourd'hui à cette journée. Monsieur, je me retourne vers vous du coup. Oui. Je suis de Navalgroupe, après moi j'ai d'accueil sur l'accueil des nouveaux arrivants, etc. Je ne travaille pas dans ça. C'est pas votre domaine, ok. C'est un peu difficile de s'y projeter. On fait beaucoup pour les clients à nous, sur la formation, etc. Mais effectivement, après, je sais pas, sur les métiers en tension, c'est plus de l'accueil beaucoup plus en amont et beaucoup plus humain, avec de l'apprentissage et des choses comme ça. Mais, parce que les métiers sont peut-être un peu plus compliqués, là où on veut former spécifiquement les gens. Mais je pense qu'il y a des choses où, même sur le site de Revel, on a des endroits où personne n'est encore jamais allé
sur les 900 personnes qui sont sur le site, il y en a peut-être 50 qui sont allés et 850 qui ne sont jamais allés. Donc ça pourrait... Là, l'outil pourrait être une solution. Ouais. Vous disiez, monsieur? Moi, je suis sur le site de Rebelle, le plus possible. Ouais. Il y a les nouveaux arrivants, pardon, on leur fait visiter l'usine, ils font le tour de l'usine. Ouais. On va parler des endroits un peu confidentiels du repas, mais... Ça, c'est immersif. Voilà. Parce qu'on peut. Non, parce qu'on peut. Non, mais je dis c'est merci parce qu'on est là, mais quand on est sur 14 pays et qu'on est 2500, on peut pas. Ou alors, si on va sur la démarche RSE et tout, on peut pas faire venir tout le monde. Il y a d'autres enjeux qui sont derrière, donc quand on peut pas, ok, c'est bien de commencer par là et la solution doit être de répondre à un besoin spécifique. Alors, sur le métier en tension et pour les visites, merci de faire une super passerelle avant de remercier nos intervenants. Je vous invite à rester avec nous encore une heure pour la prochaine table ronde, puisque là, on va voir comment finalement les nouvelles technologies peuvent permettre de découvrir finalement les métiers et comment les outils immersifs peuvent permettre de faire des choix, en tout cas, ou d'aider et d'accompagner des étudiants ou des jeunes qui sont en phase d'orientation ou de réorientation finalement pour découvrir des métiers. Ce sera le sujet de notre prochaine table ronde avec un parterre d'experts dans quelques instants. Merci Agnès Delaunay de nous avoir rejoints et d'avoir partagé votre expérience et l'expérience de TMC Europe pendant cette heure ensemble. Merci à vous. Vous êtes encore là un peu? Ouais, parce que ce matin, vous avez du boulot, mais là, vous êtes là, vous pouvez rester un peu discuter. Ouais. Parce qu'elle nous a dit, oui, ce matin, je ne pouvais pas venir, j'avais du travail. J'avais des rendez-vous avec des candidats. Les candidats. Super. Et donc là, si certaines personnes ont envie de discuter avec vous, vous serez sur l'espace après la deuxième table ronde, parce que vous restez avec nous, évidemment. Ouais, sûr. Merci beaucoup. Merci Simon, vous avez représenté Technalia, je le répète, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et bonne chance à Kairos. Alors, et puis, j'espère qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont utiliser ça pour accueillir de nouveaux arrivants. Merci. Et puis vous aussi, vous êtes là cet après-midi encore avec nous, évidemment. Et enfin, Florian Larue, merci Cathy d'avoir présenté ces projets. Et même si c'était à contre-courant, c'était aussi l'intérêt, et c'est chouette. Et c'est bien d'avoir dans la contre-courant de... Non, mais c'est pas forcément pas qui. Non, c'est au moins d'être objectif et de pas dire c'est la solution. Non, on dit ok, force limite, c'était aussi la question qui était posée. Opportunité que ça peut créer, et puis peut-être aussi menace. Merci en tout cas à tous les trois. Je vous demande d'applaudir nos trois intervenants.